Le groupe Five, reçu en audience ce lundi matin par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, ce groupe international spécialisé dans l'ingénierie industrielle veut investir en Côte d'Ivoire. Visite surprise du Premier ministre au CHU de Treichville et à l'hôpital général de Port-Bouët ce matin également, accompagné par la ministre de la Santé, Raymond Goudou-Kofi. Amadou Gon Coulibaly était allé s'imprégner des réalités dans ces centres hospitaliers. Reprise ce lundi matin du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ce 6 février donc devant la Cour pénale internationale à La Haye. Les deux hommes sont jugés pour crimes contre l'humanité. Et puis en France, François Fillon a dit sa part de vérité lors d'une conférence de presse. Il est revenu sur la polémique créée par l'emploi d'assistante parlementaire de son épouse Pénélope. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Je vous le disais tantôt, le groupe Five a été reçu en audience par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et ce groupe international spécialisé dans l'ingénierie industrielle veut investir en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Viviane Aïma. Spécialisé dans l'ingénierie industrielle, le groupe Five intervient dans plusieurs secteurs allant de la construction d'infrastructures à l'aéronautique, l'automobile, l'industrie manufacturière, le ciment, l'énergie, l'eau potable, pour n'en citer que quelques-uns. C'est la directrice générale d'une de ces grandes filiales, Intertol Africa, qui a été reçue en audience ce lundi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Madame Bridget Ledouaba a exposé sur l'intérêt du groupe pour la Côte d'Ivoire. We thank you for hosting us in your La country. Côte d'Ivoire présente l'un des pays les plus attractifs sur le continent au niveau de la croissance économique. Si on compare par exemple la croissance économique au sein de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est dans le top 3 des fondamentaux économiques qui sont très bons. Naturellement, c'est un pays qui présente plusieurs opportunités et c'est la raison principale pour laquelle Groupe Five et les représentants de Groupe Five, Intertol, sont ici présents. Le groupe Five a son siège social en France et est implanté dans une trentaine de pays dans le monde. Il comptabilise un chiffre d'affaires d'un montant de 1 718 millions d'euros, soit un peu plus de 1 126 milliards 934 millions de francs CFA. Visite surprise du Premier ministre au CHU de Treichville et à l'hôpital général de Port-Bouët, accompagné de la ministre de la Santé, Amadou Gon Coulibaly, était allé s'imprégner des réalités de ces centres hospitaliers, cela en prélude au Conseil présidentiel sur la santé. Gabriel Zané. Le personnel de santé ne s'y attendait pas ce matin. Au centre hospitalier et universitaire de Treichville, les patients non plus. La visite du Premier ministre et de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, pas de protocole, Amadou Gon Coulibaly, accompagné de Raymond Goudou-Kofi, s'est trouvé devant les patients du centre d'imagerie du CHU. Les médecins, les aides-soignants, les filles de salle, les malades, tout le monde est surpris. À l'Institut de cardiologie, l'effet de surprise crée la panique dans certains services. D'autres profitent bien de l'occasion pour exprimer leurs besoins. Le directeur général du CHU, arrivé lui aussi en urgence sur les lieux de la visite, prend le relais des indications. La visite surprise n'est pas anodine. Elle vise à préparer le conseil présidentiel qui s'épanchera sur la question de la santé. Pour offrir donc, aux Ivoiriens une santé de qualité, nous avons décidé aujourd'hui de manière inopinée, avec Madame la ministre de la Santé, de venir sur le terrain. Avant que nous nous réunissions pour imaginer des solutions ou de débattre entre nous, j'ai souhaité que nous venions constater nous-mêmes, de telle sorte que tous les éléments qui nous seront rapportés au cours des réunions puissent correspondre à des choses que nous avons vues, des choses que nous avons entendues. Pas seulement, la visite est aussi un contrôle pour le personnel. Les absents devront répondre de leurs irrégularités au travail. J'ai pu constater que dans un des services où nous sommes passés, le professeur n'était pas là. Donc la ministre de la Santé posera donc certainement la question, de savoir pourquoi est-ce qu'à cet endroit, il n'y avait ni professeur, semble-t-il, ni assistant.
Et bon, à partir du point que nous sera fait, naturellement, les décisions devront être prises. La quasi-totalité des services du centre hospitalier de Treichville n'échappe au contrôle de la clinique de la médecine interne en réhabilitation aux urgences médicales, en passant par le bloc opératoire et la chirurgie pédiatrique. Amadou Gonkoulibaly vérifie, cherche à comprendre le fonctionnement de nos hôpitaux. Pour se faire une meilleure idée, un autre établissement sanitaire a été visité, l'hôpital général de Port-Boué. Aujourd'hui, 6 février, 14e journée dédiée à la lutte contre les mutilations génitales féminines. 24 heures pour sensibiliser et informer davantage sur le sujet. Notez que 200 millions de victimes sont enregistrées dans le monde selon l'UNICEF. Ami Sissoko pour en parler. Douleurs intenses, hémorragie, infection, infertilité, complications à l'accouchement sont quelques-unes des conséquences des mutilations génitales féminines, MGF. Une forme de violence faite aux filles et aux femmes. En Côte d'Ivoire, la forme la plus pratiquée est l'excision. 38% des femmes âgées de 15 à 45 ans ont été excisées. Une pratique qui présente d'énormes risques pour la santé de la femme. L'excision ou mutilation génitale féminine est la blessure ou l'ablation d'une partie ou de toutes les parties des organes génitaux féminins. Il y a beaucoup de risques dans la mutilation génitale féminine. Par exemple, au mois de l'accouchement, ces femmes qui ont été excisées n'ont plus la souplesse de leurs organes génitaux externes. Et au cours de l'accouchement, elles sont sujettes à des déchirures. Mais il y a aussi les conséquences psychologiques. Cet organe, c'est aussi l'organe de la sexualité. Il y a une perturbation de la sexualité de la femme. Je suis partie en excision. J'ai saigné jusqu'à... Depuis quand je suis quittée en excision là. Quand j'accouche net, on me reprend sur une brancard. Je ne peux pas marcher, je saigne. Conscient des risques de l'excision, le gouvernement et la société civile ont entrepris plusieurs actions, entre autres campagne de sensibilisation, adoption de la loi du 23 décembre 1998 pour interdire l'excision. Des actions qui portent leurs fruits. Selon l'ONG ONEF, Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille, le combat gagne du terrain. Le taux de prévalence en Côte d'Ivoire, qui était de 43% en 1994, est passé à 38% aujourd'hui. Les taux dans certaines régions ont également baissé. Par exemple, au nord-est de la Côte d'Ivoire, de 53% en 1994 à 20%. À l'ouest, de 75% à 57%. Par contre, à Abidjan, une augmentation du taux de l'excision est constatée, de 25% à 36%. Après plus d'une décennie de crise que la Côte d'Ivoire a traversée, les populations du nord et de l'ouest notamment sont descendues vers la région d'Abidjan et naturellement toutes ces personnes-là sont restées jusqu'au moment de l'enquête. C'est ce qui a gonflé un peu le chiffre au niveau d'Abidjan. La lutte avance, elle progresse. Cela est lié à beaucoup de facteurs. Nous avons l'engagement de la communauté internationale et puis notre pays, depuis 1998, a adopté une loi qui réprime l'excision. Et à côté de cela, il y a également la lutte que mènent de façon inlassable les ONG dans les différentes localités. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire note 5 cas de procès, dont un en cours à Danané, qui ont permis de condamner 29 personnes en Côte d'Ivoire depuis l'adoption de la loi en 1998. Aujourd'hui, nous pouvons parler de condamnation, mais il y a une dizaine d'années de cela, je dirais même 5 ans avant, on n'avait pas de condamnation. C'est une violation des droits de l'être et de la femme. La loi dit que quiconque commet une mutilation génitale féminine est puni d'1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 360 000 à 2 millions de francs CFA. La peine est portée au double lorsque l'auteur appartient au corps médical ou paramédical. Et la peine est d'un emprisonnement de 5 ans à 20 ans lorsque la victime est décédée. Pour atteindre la tolérance zéro recommandée par les Nations Unies, les acteurs de la lutte recommandent l'implication de tous. Il faut encourager toujours nos populations à dénoncer. Il faut que la loi soit davantage vulgarisée. Aussi, nous demandons l'implication de nos autorités
surtout de nos hommes. Nous demandons plus l'implication de nos élus. Pour que nous arrivions vraiment à la tolérance zéro, il faut que nous puissions avoir un programme national de lutte contre l'excision. Moi, j'ai arrêté de faire parce que tu sois exciseuse ou que tu ne sois pas exciseuse, tu n'es pas au-dessus de la loi. Le 6 février de chaque année est décrété Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines par les Nations Unies. C'est l'occasion pour tous les acteurs de la lutte de sensibiliser davantage à l'abolition de cette pratique dont sont victimes chaque année 3 millions de femmes dans le monde. Elles sont environ 200 millions de femmes aujourd'hui victimes de l'excision selon l'Organisation mondiale de la santé. Un tableau plus reluisant parlant toujours des conditions de vie de la gente féminine. 2 femmes devenues des exemples dans le Haut-Sassandra, des femmes qui font de la lutte contre la pauvreté leur cheval de bataille. Élevage de porc, culture de tomates sont autres activités qu'elles mènent sur le terrain. Thérèse Tapeyoboué les a rencontrées. Dans le Haut-Sassandra, les activités génératrices de revenus ne manquent pas. L'exemple de Dame Lopez TCI en est une parfaite illustration. Elle dispose d'une ferme de porcs multiplicateurs. Elle fournit ainsi la région en porcin, ce qui à terme permettra au Haut-Sassandra d'être autonome en viande. Je suis venue à l'élevage de porcs par passion et puis aussi pour l'autonomie financière. Vraiment, j'arrive à faire beaucoup de choses. Déjà, apporter ma petite expérience à l'ensemble des éleveurs. Et puis ensuite, voir comment véritablement agrandir la filière dans ma région. Pour aider les jeunes de la région, Dame TCI leur a fait appel, comme c'est le cas de Bleu Doué et Hervé Kwasi. Donc il faut amener tous les jeunes Ivoiriens à pouvoir s'intéresser au métier de la terre. Je dis que ça paye, ça nourrit son homme. Ce stage-là va permettre à recevoir mon diplôme qui va permettre dans les années à venir ou bien dans les jours à venir de travailler, en tout cas dans une ferme ou bien moi-même de m'installer à mon propre compte aussi. Comme TCI, Béatrice Touré a choisi la culture de la tomate hors sol et l'élevage de poulets, des activités qui lui assurent une autonomie financière. L'agriculture hors sol, c'est une agriculture qui peut nous aider à pouvoir maîtriser tout ce qui est autour de l'agriculture en général. C'est-à-dire quoi? Nous ne cultivons pas dans le sol, nous ne dépendons pas de la pluie. Il suffit d'avoir un point d'eau, un local pour pouvoir maîtriser tout ce qu'il y a comme contour. Je travaille, mais il faut que je puisse faire quelque chose pour renflouer un peu mes gains. Les exemples de Dame TCI et Touré doivent faire école afin que d'autres jeunes puissent bénéficier d'opportunités d'emploi. Une des préoccupations du gouvernement. Et à 240 km d'Abidjan, Yamoussoukro, la capitale politique, a connu ce matin une ambiance particulière. Les locataires de l'hémicycle s'y sont donné rendez-vous pour un séminaire de formation. Les 255 députés de la nouvelle législature se forment pour un meilleur exercice de leur mission. C'est ce que nous dit Kader Segodo. Yamoussoukro, Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'Assemblée nationale y délocalise ses activités le temps d'un séminaire. Après sa rentrée solennelle ponctuée par l'élection de son président, le Parlement ivoirien est face à de nouveaux défis. Avec l'avènement de la Troisième République née de la Constitution du 8 novembre 2016, le Parlement passe du monocaméralisme au bicaméralisme, donc 2 chambres avec l'arrivée du Sénat. Dans ce nouveau paysage institutionnel, il apparaît opportun d'organiser ce présent séminaire d'orientation des locataires de l'hémicycle. 255 élus du peuple au total. Cette Troisième République, voulue par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et par le peuple de Côte d'Ivoire le 8 novembre 2016, ouvre pour notre Parlement une nouvelle ère avec la création d'une 2e chambre, le Sénat. Ce changement institutionnel, auxquels s'ajoutent les interrogations et appréhensions de nouveaux députés qui endossent pour la première fois le costume de parlementaire et de représentants du peuple, justifie à eux seuls ce séminaire d'imprégnation qui s'adresse donc à tous et à chacun.
Pendant 5 jours, des communications, des échanges et des exposés seront au programme. Ce séminaire d'orientation de l'Assemblée nationale bénéficie du soutien de partenaires comme l'USAID, ONU Femmes et le National Democratic Institute. Et notre reporter a tendu son micro à quelques participants à ce séminaire de renforcement des capacités. Je vous propose de les écouter au sortir donc de cette première journée de formation. Je suis à ma première législature, donc il est important de prêter toute l'attention pour mieux comprendre ce qui va être dispensé comme savoir afin de m'enrichir. Ça nous permet d'affronter les dossiers qu'ils vont nous donner à l'Assemblée. Pour cela, vraiment, c'est très bon d'avoir ce genre de séminaire pour apprendre les députés comment il faut affronter les choses qui vont se passer à l'hémicycle. Il faut tout connaître et là, cet atelier nous permettra de savoir beaucoup de choses, d'apprendre et d'évoluer. Nous avons plusieurs défis à relever, notamment une Assemblée nationale de proximité à l'écoute des populations, une Assemblée nationale qui va travailler donc pour le renforcement de la démocratie, mais aussi une Assemblée nationale qui travaillera aussi pour un état de droit beaucoup plus achevé. Ce séminaire nous permet plus ou moins de comprendre les vraies missions, mais également de mieux s'imprégner du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Cela va nous aider à être plus efficaces dans notre Assemblée nationale, mais surtout à être en conformité avec nos populations qui attendent beaucoup de nous. Nous allons apprendre beaucoup à partir de ce séminaire pour quand même mieux défendre les intérêts de la population. Nous allons suivre attentivement et de façon religieuse pour mieux comprendre parce que c'est notre raison d'être ici aujourd'hui. Ça va renforcer nos capacités et nous permettre de connaître ce que c'est que réellement l'Assemblée nationale.